De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Avant de terminer ces 24 heures et de retourner à Paris, nous partons à Vancouver. Vancouver est une cité portuaire située dans les basses terres de la province de Colombie-Britannique au Canada. Cette ville est souvent citée comme l'une des 10 villes les plus agréables à vivre au monde et l'une des plus cosmopolites du Canada. Elle accueille également de nombreuses startups et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marilène Garceau. Bonsoir. Vous êtes directrice associée de Kennedy Garceau. Oui, Kennedy Garceau est une entreprise d'accompagnement de mobilité professionnelle. Donc, que vous soyez chef d'entreprise, porteur de projet ou étudiant, nous aidons à préparer votre projet avant votre départ d'Europe et également, nous dénichons les meilleurs talents pour les entreprises canadiennes qui sont aux prises avec des pénuries de travailleurs qualifiés. Merci, bonsoir. Bonsoir Aurélia Bisoir, vous êtes journaliste, également artiste et vous êtes en train de créer votre entreprise. Tout à fait, bonsoir et merci de m'avoir fait venir sur le plateau. C'est très, très sympathique de pouvoir partager une expérience comme ça à l'étranger. Effectivement, je crée mon entreprise de voyage, de voyage en France à partir du Canada, basée en Colombie-Britannique. Moi, j'habite sur l'île de Vancouver, mais je suis très souvent à Vancouver. J'ai développé effectivement, je recherche d'ailleurs des partenaires. Donc, s'il y a des gens intéressés voilà, qui veulent... le message est passé. Voilà. N'hésitez pas à me contacter à la fin de l'édition, j'ai un profil LinkedIn et tout. J'ai aussi développé mon autre passion. Donc, ma première passion, ce sont les voyages. Mon autre passion, c'est l'art. Donc, on aura l'occasion d'en parler pendant l'émission. Effectivement. Donc, je fais de la peinture et à côté de ça, j'ai diverses d'autres activités et notamment mon activité d'entrepreneuriat et de développer mon petit business. Donc, pour débuter cette émission, nous sommes en direct via Skype avec monsieur le consul général adjoint de France à Vancouver. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Très bien, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la communauté française au Canada et à Vancouver plus particulièrement? Oui, alors notre communauté française ici à Vancouver est jeune et dynamique. On compte à peu près on compte 4250 inscrits à Vancouver même et 7600 et quelques pour l'ensemble de l'ouest du Canada. Donc, par extrapolation, on peut estimer à environ 13 000 le nombre de compatriotes installés à Vancouver et à entre 20 et 25 000 le nombre total de Français présents dans l'ouest du Canada. Ce sont des Français qui sont arrivés relativement récemment, puisque la croissance de la communauté française est de l'ordre de 10% par an, ce qui est assez important. Donc il y a beaucoup de jeunes, puisqu'il y a un flux de jeunes qui profitent des accords entre la France et le Canada, les fameux PVT, les permis vacances-travail, pour venir s'installer dans l'ouest du Canada. Mais en fait, les professions exercées sont très variées. Ça va des nouvelles technologies, l'informatique, l'animation 3D, le cinéma, les startups, également les métiers de bouche. C'est extrêmement varié. Donc, c'est une communauté qui est dynamique, jeune, et qui ne pose pas de problème particulier en termes de sécurité, en termes sociaux. Merci Antoine Mention. Donc pour créer son entreprise, est-ce que c'est facile et quelles sont les clés du succès, Marilène Garceau? Alors, la création de l'entreprise est assez facile, surtout administrativement, pardon. Les clés du succès, c'est vraiment de se préparer, de bien faire son étude de marché, d'être accompagné soit par les associations locales francophones, soit ici en France par l'ambassade du Canada qui est un représentant. Ce qu'il faut faire attention surtout, c'est pas juste se concentrer sur votre entreprise, mais penser à vous, à essayer de valoriser déjà vos compétences et ce que vous pouvez mettre en avant pour faciliter ensuite la vente de votre produit et de votre service sur le marché local, surtout que les techniques de vente sont fort différentes. Et quelles sont les raisons des échecs parfois de certains entrepreneurs? C'est d'y aller un peu les yeux fermés et d'oublier de faire son étude de marché, de ne pas bien comprendre l'industrie de son activité et se dire, de toute façon, je vais réussir parce que c'est mon produit, j'ai l'habitude.
Aurélia, vous êtes en train de créer votre entreprise. Est-ce que vous êtes conseillée sur place Tout à fait, oui. Il y a énormément d'organismes francophones et anglophones aussi qui aident les entrepreneurs, qui aident soit les entreprises privées, donc il faut payer, soit des organismes gouvernementaux et des associations aussi qui permettent en fait une aide à la réalisation du plan d'affaires et après du mentorat. Donc, vous avez des personnes qui ont déjà de l'expérience, ça peut être dans votre domaine ou pas, mais qui ont déjà créé leur entreprise, qui viennent vous soutenir et vous aider, vous conseiller. Et effectivement, l'étude de marché est très importante. On ne peut pas se lancer et s'implanter à un endroit, notamment en Colombie-Britannique, sans connaître son marché. Si on fait déjà le plan d'affaires et l'étude de marché, on a quasiment notre produit ou service qu'on souhaite commercialiser en Colombie-Britannique. Créer son entreprise, 4 heures pour moi. Très bien. Alors, justement, on va écouter Gilles Justin nous parler de son expérience puisqu'il a créé son cabinet à Vancouver. Est-il simple de créer une entreprise à Vancouver? Oui. En 2000, j'ai été approché par un de mes clients que j'ai toujours à l'heure actuelle pour faire de la comptabilité en plus. Donc, il a fallu que je crée mon entreprise. Je suis allé à la Chambre de commerce de Vancouver. J'ai déposé les 3 noms que je voulais avoir pour mon entreprise. Ça leur a pris 48 heures pour m'en répondre. Une fois que j'ai eu le nom officiel, je suis retourné à la Chambre de commerce. J'ai détaillé mon entreprise. J'ai envoyé ça à l'Hôtel des impôts du Canada et ils ont mis entre 10 et 15 jours pour me répondre. Donc oui, la question, il est très simple d'ouvrir une entreprise à Vancouver, qu'elle soit incorporée ou personnelle. Aurélia, est-ce que vous partagez cet avis? Vous disiez tout à l'heure 4 heures? Oui, seulement 4 heures en ligne, donc tout est possible en ligne en Colombie-Britannique. Dans d'autres provinces aussi au Canada, mais c'est très rapide. Si vous voulez enregistrer votre nom pour protéger votre nom de votre marque de commerce, vous pouvez le faire en ligne. Vous avez la réponse immédiate sous 24 heures. Si vous voulez voir si votre nom est utilisable et l'autorisation de l'utiliser aussi en Colombie-Britannique, qui est très important parce que si vous commercialisez votre entreprise ou un produit et que le nom n'est pas utilisable et refusé, donc il faut valider ça avant. Et puis après, déposer votre autorisation à la mairie, au City Hall, de créer votre business. Et tout ça se fait en 4 heures en ligne. Vous payez des frais qui sont moindres. Et puis, une semaine après, comme il le disait, vous avez la possibilité d'opérer votre affaire, quoi. Donc, c'est très, très rapide. Marie-Hélène Garceau, est-ce que vous conseillez un soutien local? Alors oui, soutien local ou soutien de personnes expérimentées sur le marché. Je vous dirais, on a beaucoup de clients qui disent vaut mieux investir pour se faire accompagner et pas le faire seul et réussir qu'avoir des échecs. Donc, il y a effectivement différents experts qui peuvent vous aider. Ça peut être le comptable, ça peut être un commercial, parce que comme je disais tout à l'heure, le mode de vente, le type de vente n'est pas le même. Le contact avec les gens ne sont pas les mêmes. Bénéficier du réseau aussi de certaines personnes qui peuvent vous aider à franchir des portes. Donc oui, ne pas être seul. Pour créer son entreprise, c'est assez simple, mais pour les salariés, je crois que les diplômes ne sont pas forcément reconnus. Comment ça se passe? Alors, sur les diplômes, effectivement, il faut se rappeler, la France et le Canada, c'est différent. Au Canada, on reconnaît l'expérience, pas nécessairement le papier qu'on a eu qui nous a permis d'avoir cette expérience-là. Pour l'embauche, effectivement, bon, il y a des métiers réglementés, il y a 200 métiers réglementés, mais sur les autres, il faut laisser la chance aux coureurs. Donc, on donne la chance à la personne de montrer ce qu'elle est capable de faire et vite, on évolue, sachant qu'on peut embaucher, débaucher très rapidement aussi dans ces pays-là. C'est vrai qu'il y a une très grande flexibilité du marché du travail, une accessibilité très facile si on veut lancer son entreprise ou trouver un emploi. Par contre, c'est souvent en dessous de vos qualifications et à un salaire inférieur. Et quand je dis inférieur, c'est largement inférieur. Donc, il faut accepter en fait d'arriver ici avec une qualification supérieure et des diplômes supérieurs au poste que vous prétendez avoir à Vancouver ou d'autres villes ici au Canada. En ce qui concerne la fiscalité, est-ce qu'elle est incitative pour les entrepreneurs français?
Elle est intéressante. Il faut tout de même être accompagné d'un fiscaliste, surtout si on a une activité en France et qu'on conserve et qu'on développe au Canada. Il y a des ententes fiscales entre les deux pays. L'idée, c'est d'optimiser sa fiscalité pour être sûr de bien travailler. Il y a 2 taux d'imposition en Colombie-Britannique. Le taux d'imposition fédéral et provincial. Et puis, comme partout ailleurs, il y a la taxe à payer sur les produits et les services qu'on fait. Donc en fait, le total de ces 2 taxes représente 12% d'imposition. Et après, tout dépend quel est aussi le statut de votre entreprise. Mon entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc c'est imposable en tant que revenu individuel. Donc quand je fais ma déclaration de revenus, ce sont mes revenus en tant que salarié dans une autre entreprise, plus mon entreprise individuelle que j'ai lancée. Donc Voilà. c'est très facile de démarrer son entreprise individuelle au départ. Après, vous avez différents statuts. Lorsqu'on est marié, chaque individu a sa fiscalité personnelle. Il n'y a pas de demi-part ou le mariage ne facilite pas l'imposition, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Oui, c'est L'impôt des est à la conseils. source, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'il faut comprendre avant de se mettre le nez dedans au quotidien. On fait une pause et on se retrouve juste après pour parler des secteurs porteurs. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international, nous parlons de Vancouver et on va parler des secteurs porteurs. Marilyn Garceau, quelles sont les niches à exploiter? Je crois que Vancouver s'est donné l'objectif d'être l'une des villes les plus vertes au monde d'ici 2020. Donc j'imagine que dans ces secteurs-là, il va y avoir des choses à faire. Mais effectivement, le consul l'a bien dit tout à l'heure, les biotechnologies, tout ce qui est jeux vidéo, imagerie pour les films, tout ce qui est forestier, énergie naturelle, ce sont vraiment des secteurs qui sont porteurs, soit pour des créations, soit pour du développement d'entreprises ou peut-être même de la reprise d'entreprises déjà sur le territoire. Il y a aussi un accès qui est donné, une priorité qui est donnée à l'art et à la culture. Vous êtes l'exemple même, vous êtes journaliste, artiste, vous exposez en Colombie-Britannique. Vous êtes aussi créateur d'entreprise. Vous êtes donc cet exemple-là où tout est possible où tout au est Canada. Possible. Ouais. J'ajouterais dans les secteurs d'activité les mines, l'exploitation des mines, les biotechnologies et le cinéma. C'est la 3e ville cinématographique après New York et puis non m'échappe. Los Angeles. C'est ça, Los Angeles. Donc, effectivement, c'est un endroit où tout est possible et on peut cumuler différentes compétences. Vous n'avez pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, on n'est pas catégorisé sur un profil type d'activité. Et si vous voulez redémarrer à zéro, vous pouvez redémarrer à zéro et commencer quelque chose qui n'était pas du tout dans votre champ de compétences, seulement par la volonté et la passion. Il faut savoir que le réseau aide beaucoup aussi. Il y a une très forte solidarité et on peut recommander des personnes, on sent qu'il y a une forte solidarité. Ne venez pas sans qualification ou sans permis de travail, etc. Mais sachez que vous avez la possibilité d'évoluer très rapidement dans l'entreprise à partir du moment où vous décrochez votre premier emploi. Le volontariat aussi. Si vous faites du volontariat, c'est un bon moyen, comme bénévole en fait, c'est un très bon moyen de multiplier les contacts et après de voir comment ça se passe un petit peu sur le marché et puis d'avoir de l'expérience que vous cumulez. Marilyn Garceau, si on n'est pas un entrepreneur, quels sont les métiers en pénurie à Vancouver pour les jeunes, par exemple? Alors, les jeunes et les moins jeunes, technologie de l'information, transport, encore une fois, ingénierie forestière, minière, tous ces métiers cherchent des travailleurs qualifiés. Alors, les jeunes ont des possibilités avec les permis vacances-travail dont le consul parlait tout à l'heure, mais les métiers en pénurie sont les endroits où les entreprises cherchent des gens qui ont 5, 8, 10 ans d'expérience. Donc, ça ouvre la porte à des gens qui ont de l'expérience. Et d'ailleurs, il y a des missions faites au moins une fois par année par l'ambassade du Canada ici en France et en Belgique pour des entreprises qui cherchent ces gens dans les secteurs d'activité. Ça se fait au mois de novembre à chaque année. Et ça vous permet d'aller déjà montrer quelles compétences vous avez pour répondre aux besoins
locaux. Et pour les conjoints des expatriés, Alors, quelles sont les possibilités? le gros avantage avec le Canada, c'est que lorsque le couple d'une personne obtient un permis de travail, le conjoint obtient un permis de travail pour la même durée où il peut travailler, sauf sur les métiers réglementés. Il y a 200 métiers réglementés. Donc, ce qui est sympathique, c'est que ça permet une immigration en famille où les deux membres du couple peuvent vivre et travailler en même temps pendant leur expérience au Canada. Alors justement, on va écouter une vidéo de Sylvie Alouche qui nous explique comment elle a procédé pour avoir son permis de travail. Bonjour Paris, alors depuis West Vancouver, mon témoignage sur le permis de travail. Donc c'est assez compliqué quand même. Nous, la société de mon mari avait fait les démarches, ça a pris pas mal d'un gros dossier avec une société d'avocats pour qu'on ait d'abord un permis de travail qui est valable 2 ans, renouvelable une fois. Et comme on voudrait rester plus pour que mon fils puisse finir ses études, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé une résidence permanente. Et ça a été très très complexe parce que mon mari travaille dans une autre province, en Alberta, et nous on vit en Colombie-Britannique. Donc c'était un peu le parcours du combattant. Et ça nous a pris 11 mois d'attente pour enfin, là on a notre statut de résident permanent. Mais il faut savoir s'armer de patience. Ici il y a très très peu d'expatriés comme nous. Il y a surtout des gens qui ont choisi d'immigrer, de vivre ici tout le temps et donc qui nourrissent cette décision et qui ensuite font les démarches pour la citoyenneté canadienne. Voilà. Marilène Garceau, le parcours du combattant, ce permis de travail? Alors, oui, mais je vous dirais, si vous anticipez, vous connaissez bien vos possibilités d'immigration, ce parcours est beaucoup plus agréable. Évitez d'aller sur le territoire si vous avez, et d'aller travailler sans avoir l'autorisation d'y travailler, mais surtout comprenez dans votre métier, avec votre situation, avec votre entreprise ou à titre indépendant, comment vous pouvez immigrer au pays avec une autorisation de travail. Donc oui, c'est long. Aujourd'hui, le gouvernement referme les portes, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'immigration économique sur les marchés en demande et également les programmes jeunes qui se sont aujourd'hui améliorés. Le permis vacances-travail est maintenant de 24 mois depuis janvier 2015, ce qui est très bien. Mais il ne faut pas négliger le fait que le permis de travail, c'est quand même le prérequis à l'immigration dans le pays. Comment ça s'est passé pour vous, Aurélia Buzoir? J'aimerais juste ajouter un point aussi. Le permis de travail est très important effectivement pour rentrer sur le territoire, notamment aujourd'hui, mais aussi si vous intégrez une province anglophone comme la Colombie-Britannique, si vous ne parlez pas anglais, vous allez avoir de grosses difficultés à trouver un emploi qui plus est qualifié dans votre domaine de compétences. Donc, juste une petite parenthèse. Oui, moi je suis arrivée il y a 6 ans, 7 ans à peu près au Canada. Et j'étais tombée amoureuse de Montréal et donc j'ai décidé de partir un peu en touriste, bien heureuse de trouver des organismes qui m'ont aidée à avoir un permis de travail temporaire pour les jeunes travailleurs de moins de 35 ans, donc 1 an. Après j'ai basculé sur un programme vacances-travail, un PVT, donc d'1 an. Et après, entre-temps, j'ai fait ma demande de résidence permanente qui m'a pris 1 an et demi, je crois. Et puis là maintenant, j'attends ma citoyenneté qui prend aussi du temps. Vous savez quand est-ce que vous l'obtiendrez, cette Alors, citoyenneté? quand vous avez un numéro, ce qui est mon cas, un numéro de dossier, vous êtes sur la bonne voie. Donc, moi, ça m'a pris... on arrive bientôt à la fin de la 2e année parce qu'il me manquait des papiers. Donc, les dossiers, j'ai dû retourner mon dossier qui prend 3 mois de traitement à chaque fois. Donc, j'ai perdu 6 mois, en gros. Il faut s'armer de patience. Donc, énormément. Mise en garde aussi, éviter d'aller sur les forums et regarder le statut de quelqu'un d'autre et de dire « Ah, moi, ma situation est similaire, donc je vais arriver à faire cette démarche de passer d'un visa à l'autre. » Toujours se référer aux sites de référence qui sont ceux du gouvernement et aux experts en immigration, ne pas non plus faire appel à n'importe qui. Merci Marilène Garceau d'être venue nous parler de Vancouver et de nous avoir donné tous ces conseils. On fait une page de publicité et on se retrouve juste après. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes, qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total,
plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'international continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. De retour sur ce plateau, nous sommes à Vancouver et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fabienne Martin. Vous étiez à Vancouver jusqu'en juillet 2014 et vous avez résidé sur place pendant 2 ans. C'est ça, bonsoir. Alors, avant de parler du coût de la vie et du logement, je crois que monsieur le consul général adjoint souhaite intervenir sur ce qui a été dit auparavant. Est-ce que vous nous entendez, Antoine Mention ? Oui, je vous entends. Oui, je voulais souligner l'importance de bien garder en mémoire que la Colombie-Britannique est une province anglophone. Le Canada est certes un État bilingue, mais au niveau fédéral. Au niveau provincial, ça dépend de chaque province, et la Colombie-Britannique est une province totalement anglophone, où le français n'a pas de place officielle. Et tout se fait en anglais, aussi bien dans l'administration que dans les rapports commerciaux, l'emploi. Donc le fait d'être anglophone, de parler couramment anglais, est absolument indispensable. Je voulais aussi revenir sur l'expérience. Lorsque les Français arrivent, il faut bien aussi garder en tête que l'expérience accumulée en France, acquise en France, ne sera pas forcément prise en compte, valorisée. Ce qui est important, c'est l'expérience ici au Canada. Idem pour les diplômes. Les diplômes français ne sont pas forcément reconnus à leur juste valeur. Ça, il faut en avoir conscience. C'est d'autant plus vrai pour toutes les professions réglementées dont il a été question. Même si le marché est en tension, il y a une forte demande dans certains secteurs comme les médecins, le secteur médical, paramédical. Le fait de ne pas avoir de diplôme local de Colombie-Britannique, eh bien, est un frein, un obstacle à l'emploi dans ce secteur. Et d'ailleurs, le consulat essaye de faire bouger les choses, essaye d'obtenir la signature d'accords avec le gouvernement, avec les gouvernements des différentes provinces de l'ouest du Canada, de façon à ce que les Français, les professionnels français dans ces secteurs puissent venir travailler ici, ce qui rendrait service à tout le monde, puisqu'il y a une demande en la matière localement. Merci Antoine Mention pour ces précisions. Et on va parler du logement. On va écouter Pierre Touzel, membre élu de l'AFE, nous en parler. Alors l'état du marché immobilier à Vancouver est assez spécial puisque la ville de Vancouver est la ville la plus chère d'Amérique du Nord. Donc on a des prix de loyer vraiment élevés. Il est difficile pour les nouveaux arrivants de trouver un logement bon marché. Il faut savoir ça avant qu'on arrive à Vancouver, que le coût de la vie est relativement élevé. Après, les salaires suivent un peu, mais on reste dans une échelle de prix, de rapport de prix comme Paris à peu près. Une réaction à cette vidéo ? Oui, alors c'est tout à fait vrai. Hein. La vie est vraiment très chère à Vancouver. L'immobilier est la raison principale du coût de la vie élevé de Vancouver. Nous sommes famille de 5 personnes, donc lorsque nous sommes arrivés à Vancouver, nous sommes partis à la recherche d'un appartement. Nous avions choisi de vivre dans l'ouest de Vancouver. C'est certes la région, la partie de Vancouver la plus aisée. Malgré tout, il nous a fallu en 3 jours visiter une bonne dizaine d'appartements ou de maisons pour trouver le bien de notre choix. Il nous en a fallu quand même passer par 5 000 $ par mois pour cette maison. Une maison de combien de mètres carrés ? Une maison, alors
les surfaces ne sont pas les mêmes qu'en Europe, hein. Les surfaces sont beaucoup plus grandes et la maison faisait 350, 400 mètres carrés. Voilà. Aurélia, vous habitez sur l'île de Vancouver, Oui, oui, oui. Donc c'est 1 heure et demie en traversier, 15 minutes en avion, 20 minutes en hélicoptère de Vancouver. C'est magnifique. Je ne vais pas trop en faire la promotion parce qu'on ne veut pas trop de monde, mais donc on n'est pas si isolé que ça parce que c'est un caractère insulaire. On est vraiment très proche de Vancouver. Moi, je vais très souvent à Vancouver. Vous avez vu sur l'océan, c'est ça ou... Pas très loin, oui, à 2 minutes. Ouais. J'aimerais ajouter sur Vancouver, si vous voulez acheter une maison, juste pour vous donner un petit peu une fourchette, c'est 2 millions la maison de dollars canadiens. Et puis un condo, donc un appartement, c'est aux alentours de 600 000. Hein, et ça, c'est une moyenne. Donc ça vous donne un petit peu l'échelle de prix de l'immobilier à Vancouver. Donc ça, c'est une grosse part du budget quand on part à Vancouver. Oui. Certains experts de l'immobilier disent que l'immobilier va redescendre, il va y avoir une bulle qui va exploser. C'est pas possible de continuer comme ça avec des prix comme ça. Donc, oui, d'autant plus que le prix de l'immobilier a énormément augmenté ces 10 dernières années uniquement. Donc c'est une bulle immobilière. Énormément de colocations aussi pour des locataires, notamment les nouveaux arrivants au Canada, en Colombie-Britannique aussi. Vous avez des locataires ou des basements, ce qu'on appelle en fait des sous la maison. Vous avez un petit appartement qui est souvent qui est loué à une personne et c'est grosso modo $700, $800, même plus des fois par mois. La colocation se fait beaucoup dans les grandes villes canadiennes. On va faire une pause et on se retrouve juste après. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur ce plateau, nous parlons de Vancouver et nous allons aborder un point très important, c'est la qualité de vie à Vancouver, puisque comme on l'a dit au début, c'est l'une des 10 villes les plus agréables à vivre au monde. Mais tout d'abord, je crois que Monsieur le Consul général adjoint souhaite intervenir. Si vous nous entendez, Antoine Mention. Oui, je vous entends. Je voulais moi aussi témoigner par rapport au coût de la vie à Vancouver. C'est vrai que le coût de la vie est très élevé. Moi, par exemple, j'habite à West Vancouver, comme Sylvie Alouche, d'après ce que j'ai vu, et j'habite une maison avec 4 chambres, et je paye un loyer de plus de $4 000 par mois, donc l'équivalent à peu près de 3 000 €. Donc il faut bien avoir en tête que les prix sont élevés. Vancouver, c'est un petit peu la Riviera canadienne, hein, c'est la seule métropole au Canada où l'hiver est clément, où l'hiver n'est pas rigoureux, où le climat est doux. Et donc ça attire beaucoup de monde. En plus, bon, la ville a une image jeune, dynamique, moderne, écolo, qui est très attractive. Et puis, il y a aussi un phénomène qui contribue à ce phénomène de bulle immobilière, c'est l'arrivée en masse de Chinois, notamment depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine populaire en 97.
Il y a un afflux important de Chinois qui continue d'ailleurs à se faire. Et, Alors justement, c'est l'occasion de parler du cosmopolitisme. Il y a une présence asiatique très importante. Ça vous permet de... Oui, la première communauté asiatique au Canada est basée à Vancouver. Donc, ils travaillent dans tous les commerces où il y a du potentiel de faire de l'argent. Et ils sont très bons là-dedans. Donc, oui. Il y a beaucoup de cuisine aussi asiatique. Oui, Fabienne très Martin. Présents effectivement dans le secteur de la restauration. On trouve toutes les cuisines asiatiques, japonaises, thaï, chinoises, ou du subcontinent asiatique aussi, comme la cuisine indienne également. Donc, et pour la plupart, en plus, c'est une restauration très abordable. Donc, et pour faire justement le lien avec les entrepreneurs, en général, cette communauté va où il y a la possibilité de faire du commerce, des affaires et de l'argent. Donc, si je recommande un endroit où venir, ce serait Vancouver pour développer une nouvelle petite affaire, un business. Alors, pour parler de la qualité de vie à Vancouver, quelles sont les possibilités qu'offre Vancouver? Je crois qu'il y a la montagne, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Il y a absolument tout ce qu'il faut à Vancouver et on a coutume de dire que l'on peut aller skier le matin sur les montagnes de Vancouver, Cypress Mountain par exemple, et d'aller faire un golf l'après-midi. Vous avez la neige sur les montagnes et les palmiers au bord de l'océan. Alors pourquoi Vancouver est connue pour être l'une des villes les plus agréables? Est-ce que c'est détendu, l'ambiance? L'ambiance est absolument détendue. Les Vancouverites sont très très zen, ils adorent faire du sport, ils sont très orientés fitness, santé, relaxation, ils pratiquent énormément le yoga. C'est la capitale du yoga. Et voilà, ce qui fait d'une ville vraiment très agréable où on marche beaucoup, on fait beaucoup de vélo également. Donc c'est très très proche de la nature. Alors quand on pense au Canada, on a froid. Est-ce qu'à Vancouver, il fait froid? Ou est-ce que c'est un cliché, Aurélia Bisoir? Non, il ne fait pas froid. En fait, c'est un peu plus humide parce que c'est comme un climat tempéré. En hiver, il pleut beaucoup. Il pleut un petit peu moins sur mon île. Il y a un microclimat, donc un peu plus de soleil. Décidément. Voilà, mais ne venez pas tous, hein, c'est trop bien là-bas. Mais par contre, vous trouvez de la neige dans les montagnes, dans les Rocheuses. Mais ayant habité dans différentes villes, Calgary, Toronto et Montréal, on compte les années en hiver. Donc on dit que ça fait 5 hivers qu'on habite au Canada. Sauf si on est à Vancouver, parce qu'effectivement, c'est un climat où on ne connaît pas de neige, ou peut-être 2-3 jours de neige. Oui, effectivement, par an, c'est 2-3 jours de neige. Et il y a des microclimats, effectivement, sur l'île de Vancouver, où on peut trouver peut-être un peu plus de soleil, mais on a un autre microclimat à North Vancouver, où là, il pleut encore plus qu'à Vancouver. Et ça peut jouer sur le moral. Hein, donc, effectivement, on peut passer 1 mois, 2 mois sans voir le soleil. Ça peut être très difficile en arrivant. On va continuer à parler de Vancouver, pas de la pluie, mais de la scolarité. Mais tout d'abord, on fait une pause. De retour sur ce plateau et nous sommes à Vancouver. Alors on va parler scolarité. Fabienne Martin, je crois que vous avez 3 enfants que vous avez scolarisés donc à Vancouver et où? Alors il y a diverses possibilités pour scolariser les enfants à Vancouver. Il y a le lycée, l'école française internationale, qui est un lycée français avec le cursus français que l'on connaît bien. Il y a aussi le cursus canadien anglophone et le cursus canadien francophone. Donc c'est dans ce cursus canadien francophone que nous avons choisi de scolariser nos 3 enfants.
pour des raisons simples. En fait, nous sommes arrivés à Vancouver pour 3 années. Mes aînés étaient sur le point de terminer leurs études. Ils ont toujours fait leurs études dans le système français, donc ça nous paraissait plus cohérent. Monsieur le consul général adjoint, vous souhaitez intervenir à ce sujet? Vous avez des précisions à nous donner? Oui, juste avant d'aborder la scolarité, je voulais confirmer que la qualité de vie était vraiment exceptionnelle à Vancouver. Vous avez effectivement la mer, parce que la ville est au bord de la mer, et on peut se baigner, on peut aller à la plage et se baigner pendant l'été, c'est très agréable. Et puis en même temps, à une petite demi-heure du centre-ville, vous avez 3 stations de ski qui ne sont pas effectivement gigantesques, mais enfin quand même on peut skier le week-end ou après le travail le soir, c'est quand même assez unique. Je crois que j'ai jamais connu ça ailleurs dans le monde. Sur la scolarité, vraiment on a l'embarras du choix puisque nous avons à la fois l'école française avec le programme français. On a également la possibilité d'inscrire ses enfants dans le cursus local en anglais ou en français, puisque comme c'est le Canada, il y a la possibilité de mettre les enfants à l'école avec un cursus en français, même si le programme n'est pas le programme français, c'est le programme canadien. Donc vraiment, il y a l'embarras du choix, école publique, école privée, l'école française avec le programme français étant privée, donc payante, et les écoles locales étant publiques, mais de bonne qualité. Donc vraiment, c'est pas un problème du tout la scolarité. Et les Canadiens sont très, très inclusifs, même si vous arrivez avec des enfants qui ne parlent pas anglais et que vous les mettez dans une école anglophone, ça se passe bien. Vraiment, les enseignants sont très attentifs et réunissent les conditions pour que tout se passe bien, pour que l'enfant soit intégré et apprenne l'anglais à son rythme au fur et à mesure. Merci Antoine Mention pour ces précisions. Alors, on va écouter Sylvie Alouche nous parler des différences interculturelles entre Français et Canadiens. Alors, mon avis sur l'accueil des locaux. Donc ici, on est du côté anglophone, donc tout le monde parle anglais. Les gens sont très sympathiques, ils vont vous appeler par votre prénom. C'est Hi Sylvie, how are you today, etc. à la banque, partout. Donc c'est assez sympa, mais c'est pas si évident que de se faire des amis canadiens anglophones. Là, en 4 ans, tous nos amis sont soit français, soit canadiens, québécois, francophones. Et c'est vrai que la différence culturelle est assez probante. Par exemple, les gens, on les invite à manger à la maison, ils vont pas vous réinviter. Ils vont plus faire des activités, éventuellement aller faire une partie de golf ou aller faire du sport. Mais c'est pas comme nous où on va refaire le monde autour d'un verre ou d'un repas et juste se voir pour être ensemble. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque peut-être le plus ici au niveau de la différence culturelle, c'est la différence comme ça avec les amis. Fabienne Martin, une réaction à cette vidéo? C'est vrai qu'il est un peu difficile d'aller un peu plus loin dans les relations. Les Vancouveristes sont très aimables, très enthousiastes lorsque vous les rencontrez. Ils engagent très facilement la conversation. Mais les choses s'arrêtent souvent à ce stade-là. Ils dînent très tôt aussi, je crois. Oui. À 18h. Tout à fait, 17h30, 18h. D'ailleurs, on a parfois l'impression qu'ils déjeunent ou dînent toute la journée. Mais effectivement, souvent 17h30, 18h. Aurélia, vous avez eu ces expériences-là aussi Oui, tout à fait. Après avoir quitté le Québec, je me suis dirigée vers la partie anglophone du Canada. Et effectivement, je peux dire qu'il y a un petit peu un choc culturel en fait entre la France et l'Europe et puis le Canada, c'est l'Amérique du Nord, donc avec la couronne britannique sur le Canada. Donc il y a du politiquement correct, c'est-à-dire que les gens veulent vous respecter, ne veulent pas vous offenser et vont éviter de dire directement, de vous faire du mal ou de dire directement le fond de leur pensée. Ce qui peut être un gros contraste avec les Français qui ont l'habitude de refaire le monde autour d'un verre, comme disait Sylvie, ou ou d'agresser son interlocuteur parce qu'il n'est pas d'accord et qu'il ne partage pas la même opinion. On se rencontre plutôt dans les bars qu'à la maison. Oui, tout à fait. On se rencontre dans les bars autour d'un match de hockey ou de soccer. Ils ont des équipes célèbres et c'est vrai qu'ils se rencontrent plutôt à l'extérieur. Oui. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci Fabienne Martin d'être venue sur le plateau. Merci Aurélia Bizouard. Merci. C'est la fin de Vancouver, mais vous restez en ligne puisqu'on retourne à Paris pour terminer ces 24 heures chrono de l'International.